Van Valen. Pourquoi les différentes espèces sont si complexes? Il a développé une hypothèse qu'on appelle celle de la reine rouge. Alors je vous mets la photo de ce brave Van Valen, qui est décédé maintenant, et je vous mets l'image de la reine rouge dont il s'est inspiré. C'est un des bouquins de Lewis Carroll, De l'autre côté du miroir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de la reine rouge? La reine rouge, c'est en quelque sorte, on pourrait résumer ça comme une espèce d'emballement évolutif, quoi. C'est qu'une espèce, les individus d'une espèce sont toujours en interaction avec l'environnement. L'environnement, c'est pas que la température est haute, c'est aussi les autres espèces. Et dans l'exemple de la reine rouge, donc c'est un passage où à un moment, alors rappelle-moi, il y a la reine qui tient Alice par la main, elle court à toute vitesse. Pour rester sur place, il faut courir de plus en plus vite. C'est que Alice lui demande pourquoi on court, parce que pour rester sur place, on est obligé de courir, il faut courir de plus en plus vite. Pour que rien ne change en fait, parce que c'est l'environnement qui bouge. Donc, le parallèle, il est par exemple, je sais pas, on peut regarder ça, c'est un bon exemple. La canopée. C'est en gros quand une espèce interagit avec une autre, soit par compétition, soit par prédation, soit par coévolution, c'est-à-dire échange réciproque, de bénéfices réciproques. Là, on a quand même des canopées qui sont assez hautes dans nos contrées, quoique c'est pas très haut, mais si on va en Amazonie, les arbres, c'est je sais pas combien de mètres de haut, c'est terrifiant. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ont toujours autant de lumière chacun les uns que les autres. En fait, s'ils étaient tous hauts comme ça, ils auraient tous autant de lumière. Sauf qu'il y en a un qui a pris un peu plus sur les autres, qui a fait un peu d'ombre aux autres. Donc, pression de sélection, les individus de l'autre espèce qui étaient plus grands se sont mieux reproduits, etc. Ça monte, sauf qu'à la fin, comme tu dis souvent, ils auraient pu serrer la main dès le début et dire non mais on arrête et on se répartit la lumière et puis pas besoin d'être si grand, quoi. Et on arrive à des choses qui sont complètement aberrantes. Et parfois, notamment dans les pollinisateurs, on a certaines orchidées avec des trompes avec le nectar qui fait 20 cm, et puis le pollinisateur qui a une trompe qui fait 20 cm aussi. Il est grand comme ça, il se balade avec sa grande trompe. Enfin bon, ça ressemble à rien, mais parce que, compétition sur compétition sur compétition, on arrive à des choses assez incroyables. Dans la canopée, tous ces arbustes, là, tous ces arbres, on construit du bois pour rien. En fait, pour rien, non, parce qu'au final, ça leur permet quand même d'accéder au maximum de luminosité. Mais globalement, oui, ça a l'air d'être pour rien. Parce que ils ont fabriqué de la Ils sont toujours au même niveau de compétition entre eux, quoi. Ça n'a pas changé. C'est bon quand même, hein. C'est très très bon. Ça, c'est la diapo à chaque fois, tu hurles. Tu dis, quand je pose la question, mais pourquoi il y a telle ou telle évolution? Pourquoi il y a telle chose qui se produit? Tu dis, jamais de la vie, il ne faut pas dire pourquoi. Il ne faut pas dire pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi en biologie évolutive. C'est ce que tu dis. Il y a des comment, mais pas des pourquoi. Oui, ça revient à la notion du pour. C'est pour faire quelque chose. Le pourquoi, est-ce qu'il y a un sens? En fait, on cherche toujours des sens, mais si on regarde comment ça se passe, je ne sais pas si on pourrait dire que le cœur augmente sa fréquence lors d'un effort physique pour faire tourner le sang plus vite en fait, non. Il bat plus vite, donc le sang tourne plus vite. Point. S'il y a des pour, ça veut dire qu'il y a des intentions. Et c'est toujours problématique. Rappelez-vous, le cours numéro 1, les intentions sont des choses qui sont indémontrables, et donc de fait, vous souscrivez plus au contrat laïque du chercheur, vous souscrivez plus au matérialisme méthodologique. Je vous renvoie au cours numéro 1 qui portait là-dessus. Et donc, il y a une forme alors il y a du vocabulaire, je passe un peu vite fait sur ça, mais le vocabulaire, l'œil, quand quelqu'un dit l'œil est fait pour voir, donc il fait une erreur. Cette orchidée a eu la stratégie de ressembler à une abeille, pareil, c'est une erreur. Il n'y a pas de volonté de construire ça exprès. Celles qui ont survécu sont comme ça, quoi. Celles qui ont survécu sont comme ça, quoi. Ouais. Si je mets « nous sommes programmés pour », par exemple, ça va pas non plus. La nature est quand même bien faite, ça va pas non plus. En fait, c'est une terminologie créationniste, quoi. C'est ça, faite par qui, a priori? La question vient tout de suite, quoi. Donc même Science et Vie se fait avoir, ou Science et Avenir aussi, parfois, là j'ai vu Science et Avenir ici, il y a marqué « programmé pour vivre longtemps ». C'est mal quand même, ça. C'est pas bien, mais c'est mal. Hein. Dès qu'il y a un pour en biologie, il faut se poser la question. Alors après, c'est souvent très pénible de remplacer le pour par une longue phrase qui dit « les individus qui étaient porteurs de ceci se sont mieux reproduits et donc actuellement, etc. » Bon, mais l'avoir en tête, ça reste bien. Très bien. J'accélère un petit peu. Cette diapo-là, vous la relirez aussi pour vous parler de quelques détournements politiques. Il y en a eu plusieurs types, mais nous, on va s'appesantir à quelques instants sur les créationnismes. Les créationnismes, vous savez, c'est les gens qui défendent les idées créationnistes sont des gens qui revendiquent une lecture, une approche littéraliste
des textes sacrés qui peuvent être la Bible, le Coran, la Torah, plein de textes différents. Et il y a différentes variantes. Alors, les plus connues dans notre pays ici sont probablement les créationnismes de type judéo-chrétien, avec plusieurs variantes. Il y en a qui revendiquent que la Terre est effectivement vieille, mais que ça a quand même été créé en 7 jours. D'autres qui disent non, elle est jeune, elle a moins de 6000 ans. Je pense notamment à James Ussher, qui vers 1700, je ne sais plus combien, avait essayé de deviner l'âge exact de la Terre, et il avait trouvé que la Terre était née en 4004 avant Jésus-Christ, je crois le 23 octobre à 18h, un truc comme ça. Voilà. Et il y a des gens qui défendent ce créationnisme jeune Terre, il y en a même dans l'équipe présidentielle de Donald Trump. Je tenais à vous le dire, il y a aussi un muséum de la création qui s'est créé, et qui présente une contemporanéité entre les dinosauriens et les humains. Ça s'appelle le Muséum de la Création à Petersburg dans le Kentucky. Et puis vous avez aussi des formes de créationnisme ou de néo-créationnisme musulman. L'événement le plus connu qui s'est produit au travers de ces courants créationnistes musulmans, c'est l'envoi à tous les CDI et toutes les facs et toutes les écoles publiques de France de l'Atlas de la création. C'est un ouvrage qui fait à peu près 8 kilos et qui est absolument monstrueux. Il y en a 3 exemplaires différents et c'était fait à grand renfort de pognon pour présenter donc un créationnisme et qui tentait vraiment très archaïquement et de manière très artificielle comment la théorie de l'évolution ne marchait pas, car il y avait des fossiles, il y avait des espèces, comment on dit, tu sais, des fossiles vivants, tu vois, l'argument des fossiles vivants. Fossiles vivants, tu veux en toucher un mot? Ok, on avance. Alors avançons. Non, juste pour dire que dans ce bouquin qui est grand comme ça, le seul argument souvent c'est une magnifique photo d'un fossile, une magnifique photo d'une espèce actuelle et dire regardez, c'est pareil. Donc c'est un peu une insulte à tous les paléontologues parce que c'est un peu plus fin que ça, quoi. C'est quand même des critères assez fins qu'il faut mesurer. Quand vous relirez ce diaporama, vous verrez ces termes-là. Vous verrez Intelligent Design. L'intelligent design, c'était une stratégie politique développée par des créationnistes, notamment aux États-Unis, mais aussi en Australie, en Nouvelle-Zélande et même parfois en France, pour introduire la théologie à l'intérieur des contenus d'enseignement, mais sans présenter Dieu. Parce que si vous présentez Dieu, notamment aux États-Unis, la Constitution vous tombe dessus, parce que vous n'avez pas le droit de privilégier un Dieu par rapport à un autre. Et donc l'intelligent design, c'était une manière, vous enlevez la notion de Dieu, vous laissez juste glisser une intentionnalité divine ou une volonté cosmique qui passe, et ça vous permet de réintroduire un discours téléologique, donc avec une finalité derrière. Les arguments qui sont à l'œuvre là-dedans, c'est pratiquement toujours les mêmes. Il y a une version qu'on appelle le fine-tuning, c'est-à-dire que les choses sont si finement réglées qu'il est impossible que cela aurait pu apparaître par hasard, que ça a pu apparaître par hasard. L'exemple, les spermatozoïdes, le flagelle est tellement spécifique, ou la synthèse des protéines si finement réglée. En cosmologie, l'argument des frères Bogdanov, par exemple, qui sont intelligent design, c'est de dire les constantes cosmologiques sont si finement réglées dans l'univers que si ça avait été changé à la 10e décimale, alors le monde serait resté chaotique et on ne serait pas là pour en parler. Ce qui prouve bien donc que quelque chose l'a voulu, et eux ils disent pourquoi pas Dieu, et à chaque fois qu'ils font une phrase comme ça, ils en font un livre et ils le vendent très très bien, comme vous le savez. Ce principe qui est derrière, l'idée qu'il y a tout congru vers la création de l'humain, tout congru vers l'arrivée de l'humain et son avènement, on appelle ça le principe anthropique fort. Alors juste pour vous faire comprendre ce que c'est que le principe anthropique fort, qu'on doit à Pierre Teilhard de Chardin, puis qui est défendu par plein d'autres gens, comme Jean Stone par exemple, ou les frères Bogdanov, ou Mike Pence, donc le vice-président de Donald Trump actuellement, grand conservateur et créationniste, et ben c'est en fait une ressucée de ce qu'on appelait la métaphore de l'horloger. Un révérend qui s'appelait Palais, en 1802, avait fait un texte pour expliquer que quand on est dans le désert et qu'on trouve une horloge, ou un réveil, ou une montre, il dit on ne peut pas comprendre chaque élément qui compose cette montre indépendamment les uns des autres. Cet objet ne prend sens que quand tout est en place. Ce qui prouve bien que chaque objet pris séparément n'a pas de sens à lui tout seul. Et donc il dit qu'on pourrait appliquer ce genre de raisonnement à l'organisme et se dire qu'en fait c'était tellement improbable que tous les éléments se regroupent comme ça maintenant dans un organisme qu'il y a forcément quelque chose qui l'a voulu. Mais je crois que je vous l'ai déjà dit dans cet amphi. Mais on pourrait très bien raisonner de cette façon, à rebours, dans un raisonnement de type panglossien, en raisonnant par exemple sur nous. Je crois que je vous ai donné cet exemple. Je vous ai dit, si on avait mesuré, on est en quelle année, 2017, si en 2002 par exemple, on avait dû calculer à la même date qu'aujourd'hui, le 4 avril 2002, si on avait dû prévoir la probabilité que nous tous ici présents, pas un de plus, pas un de moins, lui, moi, vous, et qu'il n'y ait personne de plus ni de moins, si on avait dû prévoir cette statistique-là, je pense qu'il aurait fallu l'âge de plusieurs univers pour qu'on arrive à ça. Or, on est tous là. Faut-il y voir une volonté divine ? Qu'on soit tous là maintenant.
Alors on pourrait se dire que oui, si vous avez vraiment l'envie de rêver, quoi. Mais n'empêche, il aurait suffi que quelqu'un sorte ici puis qu'un autre vienne, et en fait on pourrait tenir le même argument. Ça pourrait être un autre enseignant ici ou lui, un autre invité à la place, et ça tiendrait quand même. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit que le raisonnement à rebours ne fonctionne pas, parce qu'il ne tient qu'à justifier ce qui est déjà en place. Et alors on a le principe anthropique, il y a deux versions, vous allez voir, il y en a une qu'on dit faible, et il y en a une qu'on dit forte. Et il faut s'en méfier de ce genre d'argument. Faible, c'est de dire que ce que nous pouvons nous attendre à observer doit être compatible avec les conditions nécessaires à notre présence. En gros, oh, c'est bien foutu le monde, ça a permis qu'on soit là. Bon, en fait, ça, c'est une phrase qui a l'air faussement intelligente, que c'est creux, en fait, il n'y a rien dedans, il n'y a pas d'information dedans. Et effectivement, si le monde n'avait pas été comme ça, on ne serait pas là. Ça, on est bien d'accord. Donc en fait, on appelle ça, c'est un principe faible. Le principe fort, c'est de dire la même chose, c'est de dire, oh, c'est marrant, tout a été finement réglé, et on est là, ça prouve bien que quelque chose l'a voulu. Et on fait un raisonnement comme Pangloss dans le livre de Voltaire, Candide, que vous avez étudié au bac il y a quelques années déjà. Donc méfiance sur ce genre de principe anthropique. Il nous reste une bonne ligne droite bien sympathique pour exploser quelques cerveaux. J'espère que ça va vous faire exploser quelques cerveaux. Et puis il y a des questions qui s'empilent ici qu'on va traiter. Élargissons le débat. Première question, première discussion. Pourquoi certains combattent-ils à tout prix l'évolution ? Si je me fie à Julien, à l'analyse de biologistes divers et variés, d'épistémologues qui travaillent là-dessus, ils disent qu'il y a trois raisons en gros. J'emprunte notamment à Guillaume Lecointre, qui est un auteur absolument remarquable et qui les pose très très bien dans ses bouquins. Il dit l'évolution, ça casse le fixisme, l'ordonnancement des espèces, tout ça, l'ordonnancement des hommes par rapport aux femmes, les races, les noirs, les blancs, les machins. Ça casse le fixisme, ça casse l'essentialisme, dont on a parlé il y a 2 semaines, qui est le fondement philosophique de la plupart des conservatismes. D'accord ? Donc ça fait bader les défenseurs des grands cultes, si vous voulez. Deuxième argument, nous ne sommes pas éduqués à accepter que le monde réel puisse manifester des événements sans explication apparente. Donc dès qu'on se dit, mais pourquoi ? Et pourquoi il y a ça ? Et pourquoi il y a ça ? On cherche une réponse métaphysique, et généralement on va y greffer quelque chose de divin. On appelle ça le God of the Gaps en anglais, le dieu des trous. On va remplir les trous de notre connaissance par un dieu ou par une volonté. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans le champ thérapeutique, c'est un peu pareil. Quand on tombe malade, on se dit, mais pourquoi moi ? Puis là, on essaie de se trouver une raison, parce que je l'ai mérité, ou parce qu'il y a quelque chose qu'il a voulu. En fait, on fait exactement le même genre d'erreur de raisonnement métaphysique. En science, on ne peut pas raisonner de manière métaphysique. Métaphysique, on est en dehors de la science. J'espère que vous vous rappelez de ces cours-là. Et la conséquence de 2, c'est que c'est difficile de ne plus faire appel à la notion de destin. Guillaume Lecointre, il dit ça, il dit « Je pense que l'humanité n'est pas encore prête à se rendre compte qu'on n'a pas de destin. » Alors, je vous avoue que moi, quand j'avais 20 ans, quand j'ai compris ça, j'ai eu un moment de vertige. Je me suis dit, oh nom de Zeus, j'ai pas de destin. On m'a dit que j'avais un destin, puis j'ai pas de destin. Comment je vais faire ? Tu vois, le monde ne sert à rien. Alors j'ai passé une petite dépression, une petite déprime comme ça. Puis après je me suis dit, en fait, non. En fait, notre vie n'a de sens que le sens que vous voudrez bien lui donner. Au fond, le destin, vous pouvez vous-même vous l'inventer. En fait, c'est vachement plus gratifiant d'un seul coup. Vous pouvez vous dire, tiens, je vais me battre pour que le monde que je vais laisser quand je passerai de vie à trépas soit un peu plus juste que quand je suis arrivé. Par exemple, ça donne un joli destin. Il n'y a pas besoin de le préécrire par une volonté divine. Hein. On peut se le construire nous-mêmes, quoi. C'est comme ça que je m'en suis sorti, moi. Vous ferez comme vous voulez. Moi, je m'en suis sorti comme ça. Premier point, c'était la morale naturelle. Peut-on s'en passer ? Cours numéro 12, essayez de ne pas le rater sur ça. Est-ce qu'on peut réfléchir à une morale qui ne soit pas religieuse ? Et vous allez voir qu'il y a des exemples assez croustillants. Deuxième sujet qu'on voulait aborder, c'est diluer la notion d'espèce. Diluer la notion d'individu et diluer la notion de société. Ça, toi, tu m'as déjà dit que l'espèce, c'est une notion inventée par l'humain pour jeter des filets sur la réalité et ramener les événements, et essayer de comprendre ce qui se passe. Mais en soi, l'espèce en tant que telle, ça n'existe pas. C'est ça que tu me disais. Oui, l'espèce, elle n'est pas idéalisée, quoi. L'espèce ne préexiste pas. La notion d'espèce, elle ne préexiste pas aux espèces. La notion de canard ne préexiste pas aux canards. C'est simplement qu'à un moment, on a un paquet d'individus. On se dit, tiens, ils se ressemblent pas mal entre eux, ils se reproduisent pas mal entre eux, on va créer un groupe, ça s'appelle canard, quoi. Donc en fait, l'espèce, c'est un outil en biologie qui permet d'ordonner, classer et puis essayer de trouver des liens de parenté. Donc en gros, l'espèce, elle n'a pas de valeur outre que méthodologique, en quelque sorte. Et au-delà de ça, en plus, c'est super dur de définir une espèce. Là, il y a des exemples qui vont à l'encontre, c'est-à-dire des individus qui se reproduisent entre eux et qui se ressemblent. Alors, si on regarde là, il y a une femelle d'une espèce d'arachnide, d'araignée, et le mâle dessus, là.
Et en fait, il y a vraiment des différences flagrantes, quoi. Ils se ressemblent pas forcément, les individus d'une même espèce. À côté, on a un autre contre-exemple, c'est les différentes formes au sein d'une même espèce, par exemple des termites. Il y a tout plein de formes différentes, donc tous les individus ne se ressemblent pas. Puis après, on a des contre-exemples où on va avoir des espèces où les individus peuvent se reproduire entre deux espèces différentes. Donc là, c'est encore des contre-exemples. Comme ça, il y en a plein. En gros, on peut faire au moins 80 définitions d'une espèce qui peuvent exister. Des fois, c'est tout aussi simple que les individus sont juste pas au même endroit, ils peuvent pas se rencontrer, donc ils se reproduisent pas. C'est tout. Donc voilà, la notion d'espèce est en fait assez compliquée, quoi. Et la notion d'individu aussi pose un peu problème. Par exemple, il y a un truc qui te fait triper, tu m'as dit, c'est les myxomycètes. Ouais, myxomycète, c'est... Ouais, ce truc-là. Alors ce truc-là, au début, on se dit, ah tiens, c'est une mousse, c'est bizarre. D'ailleurs, c'est une drôle de couleur. Moi, j'en sais rien, mais on m'a dit que ça avait une drôle de couleur. Et du coup, en fait, en regardant de plus près, en analysant, les scientifiques, ils disent, en fait, c'est un champignon. En fait, c'est plus dans les champignons. On ne sait pas trop classer ça, en fait. Et en fait, ce qui est excellent chez les myxomycètes, c'est que en fait, il est où l'individu? C'est la question qu'on peut se poser. Parce qu'à gauche, ce truc-là, en fait, c'est une espèce de plasmode. Ça s'appelle un plasmode, un espèce de gros truc qui rampe. Ça rampe, mais tout doucement. Hein, mais tout doucement. Ça sort des poubelles. Ça se nourrit de matière organique. Ça ressort des poubelles tout doucement. On croit à un film d'horreur. C'est génial. Et en fait, si on regarde le cycle de vie des myxomycètes, en fait, vous avez le plasmode en bas à gauche, là. Et puis, en fait, le plasmode, il fait des spores, comme dans les champignons. Ils vont aller germer, ces spores. Et puis après, les spores, ils germent, mais ils font des individus. Alors, du coup, individu, c'est... Enfin, bon, ça y est, ça commence à être compliqué. Où est l'individu? Là, on a comme des amibes, des unicellulaires qui se baladent, qui font leur vie. Et ils font leur vie pendant un moment. Hein. Ils font leur vie, ils se nourrissent, un peu comme des unicellulaires classiques. Et puis, quand le milieu devient un peu compliqué, parfois, ils ont tendance à se rencontrer, se réunir, et là, ils fusionnent entre eux. Pouf. Et on a un plasmode qui est en fait une fusion de plein de cellules. Alors, il y a plein de noyaux dedans, mais c'est un seul truc, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il est où l'individu, quoi? Est-ce que c'est l'ensemble de tous, ou est-ce que c'est les petits unicellulaires-là? Des exemples comme ça, il y en a plein, quoi. Par exemple, les ruches. Ah ouais, est-ce que l'individu, il est où? Est-ce que la ruche ne fonctionne pas comme un individu? Est-ce que l'ensemble des individus... Enfin, c'est pas simple à poser, ça. La caravelle portugaise. Ça, c'est un ensemble d'individus. C'est pas une méduse. Ça a l'air d'être une méduse, mais c'est une colonie, en quelque sorte, où dans la colonie, on a des formes différentes. Ceux qui sont en dessous ont des formes différentes de ceux qui sont au-dessus. Et en fait, ils coopèrent, c'est une colonie, mais au début, on pensait que c'était un individu. Non, en fait, il y en a plusieurs dedans. La famille des Physalia, c'est ça? Sûrement. Je crois que c'est ça, les Physalia. Passons à l'Homo sapiens, juste pour rigoler. Bon, j'ai pris un Homo sapiens classique. Moyen. Un Homo sapiens, ça fait 100 000 milliards de cellules. 10 puissance 14. Hein. D'accord? Mais à peu près entre 3,9 et 4, j'ai oublié le 4, fois 10 puissance 14 bactéries. Des bactouzes, comme vous dites dans le jargon. C'est-à-dire qu'en gros, 1% des gènes qu'on trimballe sont des gènes humains, 99% des gènes qu'on trimballe sont des gènes non humains. Ça, c'est juste parfait. Et d'ailleurs, c'est un champ de recherche qui s'ouvre énorme. On commence à se rendre compte que ce qui se passe dans le tube digestif avec la quantité différente, déjà la quantité de cellules, de bactéries, comme on voit là, on a 10 voire 100 fois plus de cellules qui ne sont pas à nous que de cellules à nous. Mais qu'est-ce que est à nous? En fait, c'est tout le problème. C'est quoi à nous? Ça fait partie de nous, ça nous aide à digérer, et en fait, en nombre et aussi en diversité d'espèces. On a en gros environ 10 millions de gènes dans le tube digestif, liés aux gènes des bactéries, et nos gènes à nous, c'est 25 000, c'est rien, quoi. Donc en fait, a priori, ça fait plein d'interactions entre les différents gènes, ça fait un paquet de choses à rechercher et qui aurait une importance énorme dans, pas que la digestion, dans nos comportements, dans plein de choses. On n'est que sur des corrélations pour l'instant, mais maintenant il faut chercher. Donc ouais, c'est quoi un humain? Si c'est plus de bactéries, quoi? On est un peu plus proche du myxomycète maintenant. C'est ça, hein? Ouais. Surtout quand on rentre dans la métaphore du gène égoïste de Dawkins. Dawkins, en 1976, a sorti un bouquin qui s'appelle le gène égoïste.
Il a pris un titre assez provocateur exprès. Et il propose il propose une façon de regarder l'évolution des espèces, l'évolution des individus, non plus du point de vue de l'individu en tant que tel, mais du point de vue des gènes. Et il se rend compte que dans certains aspects, c'est plus compréhensible et plus prédictible comme système quand on regarde les choses du point de vue, entre guillemets, des gènes. Et alors, si on le pousse un peu loin, l'une des métaphores qu'il utilise, ou je ne sais plus si je l'ai pas piqué à mon pote Cyril Barrette, le biologiste, la poule est le meilleur moyen qu'est trouver un œuf pour faire un autre œuf. Vous seriez, vous, le meilleur véhicule qui ait pu trouver vos gènes pour qu'ils puissent se reproduire. Tu me détrompes ou c'est ça? Non, parce que ça part de l'idée qu'il y a plein de contre-exemples, il y a plein d'individus qui ne se reproduisent pas eux-mêmes. Typiquement dans les insectes sociaux, eh ben, en fait, il n'y a qu'un seul individu, la reine, qui se reproduit, et toutes les autres, les ouvrières qui sont en fait toutes sœurs entre elles, se reproduisent pas, quoi. Donc en fait, du point de vue de l'individu, ça fait bizarre. Ça veut dire qu'elle est où la sélection naturelle s'ils se reproduisent même pas? Pourtant, c'est un système qui fonctionne, qui se perdure. Par contre, du point de vue des gènes, ça a un sens. Parce que vu qu'elles sont sœurs, elles ont une proximité génétique avec la reine, elles ont de l'intérêt, entre guillemets, à plus aider à ce que la reine se reproduise. Si on fait la somme, on n'a pas le temps de le faire, mais c'est un tableau très simple. On regarde l'énergie qu'elles mettent à ce que la reine fasse des œufs. Et ben en fait, il y aura plus de leurs gènes aussi, parce qu'ils partagent des allèles avec la reine. Donc ils ont plus intérêt à faire ça. Ça leur fait transmettre plus de gènes à la génération suivante. Donc voilà, c'est une espèce de choses un peu à la marge, mais à partir de là, si on se met du point de vue des gènes, il y a pas mal de choses qui deviennent un peu plus logiques, on va dire. Il y a 2 semaines, je vous ai parlé de Price, qui s'était suicidé, je ne sais pas si vous vous souvenez, et qui avait composé avec Hamilton des équations qui sont assez géniales et qui rentrent justement là-dedans si vous les creusez de manière pointue. Passons encore un stade, arrivons à la théorie des mèmes. C'était un mot qui était encore inconnu il y a 10 ans, mais avec l'explosion d'Internet et tout, et des circulations de vidéos de chatons et des trucs comme ça, le mème est devenu une notion qui n'est pas tout à fait exactement celle qui a été présentée par Dawkins, entre autres, mais aussi par Suzanne Blackmore, ancienne parapsychologue, reconvertie dans la psychologie, et notamment dans la question des mèmes. En fait, je vais vous dire moi comment je le comprends, cette question des mèmes. Je ne sais pas si c'est une théorie qui est fonctionnelle et qui tient la route, mais ce que propose Blackmore, Dawkins et d'autres, c'est de dire, vous voyez, il y a des individus, comme par exemple au début des printemps arabes, il y a des individus qui se sont immolés par le feu. Ils sont immolés par le feu avant leur période de reproduction. Donc d'un point de vue évolutif, c'est bête, quoi. Et en même temps, ils n'ont pas fait ça pour rien. Quand vous prenez, pour les plus vieux d'entre nous, le coup de Prague, en 1968, où il y a Palach et puis Zaïtz qui sont immolés aussi par le feu avant leur période de reproduction. Comment expliquer ce genre de comportement? Peut-être qu'on pourrait comprendre ce genre de comportement si on ne mise plus seulement sur l'idée que les gènes se répliquent au travers de l'évolution, mais qu'il n'y a pas que les gènes en fait comme réplicateurs, mais il y a aussi des mèmes. Les mèmes, ce seraient des objets conceptuels, des petits bouts de concepts, des petits bouts d'idées, des petits bouts d'objets mentaux, en quelque sorte, qui tendraient à se reproduire. Et par exemple, quand quelqu'un se suicide pour une cause, on parle de lui dans les médias, et en fait le mème de sa cause se reproduit et se dissémine dans les cerveaux des autres. Alors Dawkins développait l'idée que par exemple une chanson pouvait être un mème, et il y a des mèmes qui sont récessifs et d'autres qui sont dominants. Si vous chantez, l'exemple qu'il prenait, je crois que c'était sur la chanson Joyeux anniversaire en français, que tout le monde chantait il y a encore 100 ans, a presque complètement disparu des foyers. Je ne sais pas si vous vous en rappelez de cette version française. Nous, maintenant, on se rappelle de la version anglaise. C'est-à-dire, joyeux anniversaire, ne m'obligez pas à chanter, je vais me taper la honte, mais et la version française, c'était joyeux anniversaire, nos vœux les plus sincères. Ça, c'est la loose. Celui qui chante ça, il a la loose, quoi. Donc, ça ne se reproduit pas parce que personne ne veut se taper la loose comme lui. Et donc, c'est un mème récessif qui va s'éteindre. C'est comme une blague pourrie, quoi. Bon, je raconte une blague pourrie à Julien, il me dit, elle est pourrie, ta blague, il la répète pas. Et donc, moi, j'ai honte, je la raconte plus, vous voyez, je l'éteins, quoi. Et donc la théorie des mèmes proposerait autre chose que les gènes comme réplicateurs, et ça donnerait une certaine fonctionnalité à l'évolution de certains comportements. Tu veux rajouter un point là-dessus? Ou j'ai tout dit? Je pense que tu as tout dit, à part si ta blague pourrie est tellement pourrie que ça lui donne un caractère avantageux d'être racontée. C'est vrai, c'est le style pourri. Le style pourrave. Tout dépend de l'environnement mémétique, on va dire. Mais ça veut dire aussi que vous composez vous-même l'écosystème mental et cognitif dans lequel on baigne. Ça veut dire que si des idées vous paraissent récessives, je sais pas moi, des trucs sexistes, des trucs racistes et tout, à vous de créer une pression de sélection qui fera que les mêmes qui étaient dominants jusqu'à présent ne se révèlent plus avantageux pour celui qui les promeut.
C'est ce qui fait que les systèmes de royauté ou de théocratie commencent à s'éteindre et qu'arrivent des concepts comme la démocratie, qui est un concept un peu fumeux, un peu étiré, si vous voulez, mais qui, quand il est défendu, génère chez ceux qui le défendent une sorte d'appétence et nourrit des rêves un peu plus grands que quelqu'un qui irait avec un modèle théocratique vachement ancien, quoi, ou un modèle de suzerain vassal, par exemple. Donc ça veut dire que vous pouvez changer vous-même l'écosystème mental et l'écosystème des idées, l'écosystème politique en quelque sorte. Donc la théorie des mèmes, je la trouve assez enthousiasmante, moi. Le bon exemple pour moi, c'est la mode, quoi. La mode marche totalement de manière mémétique si on regarde ce que dit Blackmore, quoi. Absolument. Non. Si, tout la à mode, fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Ça a parfois aucun sens, mais ça se développe, ça se propage. Et malheur à celui qui ne la suit pas. Mais vous pouvez influer dessus. C'est ça qui est cool. Dernier point. Si on a défoncé la notion d'espèce, si on a défoncé la notion d'individu, si on a défoncé l'ordonnancement classique, fixiste, hérité des religions pour classer les espèces entre elles, et à plus forte raison si les espèces en plus, c'est une notion qui se dilue, alors va se poser très vite la question de l'éthique. Quelle éthique réserve-t-on à des individus qui vivent, mais qui ne sont pas forcément humains? Va-t-on tomber dans le travers classique des théories racialistes où on va essayer de regarder est-ce qu'il y a des races inférieures, ce qui nous permettrait sur ces races inférieures d'exercer une masse de travail sur eux, tirer leurs fruits et éventuellement les sous-payer ou leur taper sur la tête parce que de toute façon ils ont des os très durs comme on l'a vu au tout début. Est-ce que de la même façon on a le droit légitime, est-ce qu'on a le droit moral dans notre système moral qu'on a construit nous, notre système politique et moral dans lequel on vit, d'exercer des choses que l'on n'accepterait pas sur un individu de type humain, mais qu'on accepterait sur un autre individu sous seul prétexte qu'il n'est pas humain et qu'il appartient à un corps d'espèce, concept donc créé de toutes pièces par l'humain pour comprendre le monde, mais de rang dit inférieur. Alors j'ai amené ici un extrait d'un film qui s'appelle Earthlings, qui est un film qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie. Mais qui est un film qui est super rude. Donc j'ai coupé que 2 morceaux qui sont pas trop violents. Il y a juste un endroit où c'est il faudra peut-être fermer les yeux pour certains d'entre vous. Et en même temps, il faut regarder le monde comme il est. Donc regardons-le comme il est. Il y a 2 extraits. Ils sont sciemment choisis pour introduire la question de l'éthique animale une fois qu'on a regardé toutes ces questions d'évolution. Donc je vous laisse regarder Earthlings de 2005. Toc. This is what is meant by speciesism. By analogy with racism and sexism, the term speciesism is a prejudice or attitude of bias in favor of the interests of members of one's own species and against those of members of other species. If a being suffers, there can be no moral justification for refusing to take that suffering into consideration. No matter what the nature of the being, the principle of equality requires that one's suffering can be counted equally with the like suffering of any other being. Racists violate the principle of equality by giving greater weight to the interests of members of their own race when there's a clash between their interests and the interests of those of another race. Sexists violate the principle of equality by favoring the interests of their own sex. Similarly, speciesists allow the interests of their own species to override the greater interests of members of other species. In each case, the pattern is identical. Tintin. Presque Tintin. Though among the members of the human family we recognize the moral imperative of respect, every human is a somebody, not a something. Morally disrespectful treatment occurs when those who stand at the power end of a power relationship treat the less powerful as if they were mere objects. The rapist does this to the victim of rape, the child molester to the child molested, the master to the slave. In each and all such cases, humans who have power exploit those who lack it.
might the same be true of how humans treat other animals or other earthlings? Undoubtedly, there are differences, since humans and animals are not the same in all respects. Winner Isaac Bashevis Singer wrote in his best-selling novel, Enemies, a Love Story, the following. As often as Herman had witnessed the slaughter of animals and fish, he always had the same thought. In their behavior toward creatures, all men were Nazis. The smugness with which man could do with other species as he pleased exemplified the most extreme racist theories. The principle that might is right. The comparison here to the Holocaust is both intentional and obvious. One group of living beings anguishes beneath the hands of another. Though some will argue the suffering of animals cannot possibly compare with that of former Jews or slaves, there is in fact a parallel. And for the prisoners and victims of this mass murder, their Holocaust is far from over. Je pense qu'il n'y avait pas besoin du piano derrière pour dramatiser le propos. Prenez-le pur, ce propos, analysez-le sous l'angle éthique et posons-nous la question de quels sont les droits que l'on réserve aux individus sous prétexte qu'ils n'appartiennent pas à la même espèce que nous. C'est une vraie question, hein. C'est une vraie question fondamentale que beaucoup de biologistes commencent à prendre à bras le corps maintenant.